Au fil de sa carrière, André Bello s'est intéressé avec une grande constance aux figures de l'écrivain et de l'intellectuel, et particulièrement à leur représentation dans les œuvres littéraires. Lui-même, d'ailleurs, en tant qu'essayiste et intellectuel, s'est mis en scène à quelques reprises dans certains de ses essais les plus connus, des essais qui comportent une dimension narrative et mimétique. Guadeloupe ambiguë, La feuille de tremble, Maroc sans nom propre, et l'Allemagne comme lointain comme profondeur, pour l'anecdote du début. On constate ici que l'objet étudié, soit la représentation de l'écrivain, n'est pas complètement étranger au sujet qu'il étudie. Donc j'ai vu une sorte d'invitation, examiner la figure de l'essayiste fictif, entre guillemets, André Bello, qui se présente comme une image en auto-représentation de l'auteur au sein de son œuvre. Le portrait que je vais essayer de révéler va s'apparenter dans ses grandes lignes à celui qu'on trouve dans La feuille de tremble, et qu'on pourrait résumer de la façon suivante. Un intellectuel à cheval entre le sérieux et le comique, avec une Molson près de la main gauche et un crayon dans la main droite, qui met tout le poids de sa culture à contribution pour écrire un essai. Bref, une sorte de créature hybride, de silène à lunettes. On comprend par conséquent qu'il ne sera pas question de reprendre, en tout cas entièrement, la méthode employée par Bello dans le romancier fictif, qui concerne d'abord et avant tout la façon dont l'institution littéraire régule sa propre représentation dans les romans. Par contre, ce ne sera pas exclu de lui emprunter certaines notions, comme l'opposition nature-culture qui détermine le statut souvent duel du personnage écrivain québécois. Et c'est ici toute la question du silène chez Bello. Silène qui, je le rappelle, désigne d'abord et avant tout un personnage mythologique dont la grande sagesse se dissimule sous l'apparence grotesque d'un vieux satyre. Au-delà du simple portrait, ce qui va surtout nous retenir, c'est la posture d'écriture que sous-tend la représentation de l'essayiste et qui vient confirmer avec des moyens qui relèvent plus, avec des moyens qui relèvent plus du récit que de la prose d'idées. À partir de là, on pourra peut-être mieux constater la grande cohérence tant des réseaux d'images que des réseaux d'idées chez Bello, et aussi constater à quel point les fondements idéologiques à partir desquels il parle et se met en scène doivent à la grande tradition de l'utopie carnavalesque et du réalisme grotesque. Je propose qu'on commence par s'intéresser à l'autodescription physique de l'essayiste pour ensuite passer à sa contextualisation dans l'environnement spatial et finalement à ses actions dans la diégèse de l'essai. Prenons encore La feuille de tremble comme point de départ, parce qu'on y trouve, à ma connaissance, les seules indications sur le physique de l'essayiste. Ça se résume à 2 citations. La première, « Tout est immobile. On dirait qu'il n'y a que moi, fébrile, suant, qui bouge un peu, cherchant à caler mes 200 plus X livres dans une chaise trop étroite. » Et la deuxième citation, qui se situe dans le prolongement de la première, « Je me lève avec peine pour aller chercher la bière. » Moi, je bois du jus. Le portrait physique que Bello donne de lui-même peut, au premier abord, s'apparenter à de la pure autodérision. Mais en fait, il s'agit d'une représentation ambiguë, notamment parce qu'elle introduit dans le texte ce que Bakhtin appelle le principe du bas matériel et corporel, qui est fondamental dans sa théorie du carnavalesque. Je cite ici Bakhtin. « Le bas corporel, c'est les organes génitaux, le ventre et le derrière. C'est avec ces significations absolues que fonctionne le réalisme grotesque. Des 3 éléments, on a déjà le ventre, celui de Bello. Les 2 derniers vont apparaître à la fin de l'essai dans ce que j'appellerais le fantasme des baigneuses. En bas, sur la petite route en bordure du lac, des baigneuses vont lentement à la plage. Les maillots leur font le derrière en forme de cœur. Je m'arrête un instant, imaginant au centre l'unique coquillage. Bello procède ici à un rabaissement de sa propre image. Mais dans la logique carnavalesque, rabaisser, rapprocher du bas corporel, comporte aussi une dimension positive. C'est rapprocher de tout ce qui a rapport à la vitalité du corps, à la création et à la procréation, à l'éternel renouvellement de la collectivité humaine, où la mort est toujours grosse d'une nouvelle renaissance. C'est aussi le ventre compris dans ses rapports avec la fête, la bonne chère, l'ivresse, le banquet, et la licence, la liberté de parole qui y règne. C'est finalement le bas d'une vision du monde terre-à-terre, pragmatique, ancré dans le concret et dans le social, qui s'oppose aux hauteurs de la spéculation théologique ou purement théorique. René Lapierre écrivait d'ailleurs, dans son avant-propos à « Y a-t-il un intellectuel dans la salle ?», on reconnaîtra dans ses essais d'André Bello un relief et une clarté rare, une matérialité exceptionnelle de la pensée, de son mouvement. Cela s'anime, s'arrondit, prend forme de façon tangible, presque corporelle.
Pour en finir avec les considérations physiques, j'aimerais vous faire remarquer une similitude frappante entre la représentation de l'essayiste fictif Bello et celle que Bello lui-même donne de Rabelais, dans notre Rabelais. Donc, je cite Bello. La plupart des humanistes ont fini dans l'ascèse. Pic de la Mirandole a suivi Savonarola. Erasme me fait penser à Kant. Sur ses portraits, il a les lèvres minces de l'ascète, de l'amaigri. Tout le contraire du voluptueux. De ce point de vue, Rabelais se démarque d'un Erasme, de Thomas More et même des évangéliques. Tout comme Rabelais, Bello est du côté des voluptueux, de ceux qui rejettent toute forme d'austérité, de mortification dans le domaine de la pensée, une caractéristique, disons, morale qui vient redoubler l'aspect physique de l'essayiste fictif. Passons maintenant à la contextualisation de l'essayiste dans l'environnement où s'inscrit sa représentation. Vous avez sans doute déjà remarqué, dans la feuille de tremble, que la bière assiste l'écrivain dans la rédaction de son essai, parce que l'essai se présente comme la mise en scène de sa propre rédaction. L'essai s'ouvre par « J'écris ces lignes à la campagne ». À l'extrait mentionné tout à l'heure, je me lève avec peine pour aller chercher la bière, s'ajoute l'extrait suivant. Des livres attendent sur la table. Je bâille. Plusieurs gouttes de la Molson pas assez froide que je me verse viennent mouiller Pierre Barbéry et France Vernier. Je pense tout à coup que c'est la dernière bouteille qu'il faudra aller en chercher à Eastman. C'est un passage très intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un écho à Sénépide, au prologue de Gargantua, où Rabelais affirme qu'il n'écrit jamais à d'autres moments que ceux où il mange et où il boit. Et donc ici, veuillez excuser mon mauvais moyen français. Car à la composition de ce livre seigneurial, je ne perdis ne employer oncle plus ni autre temps que celui qui est soit établi à prendre ma réflexion corporelle, savoir est bevant et mangeant. Mais contrairement à Rabelais, qui a toujours le vin aux lèvres, Bello boit de la bière. C'est un détail qui n'est pas fortuit. Pour Rabelais, le vin est une boisson démocratique, universellement répandue, mais chez nous, au Québec, le vin est plus fortement corrélé à une certaine idée de noblesse, de distinction sociale. C'est pas ce qu'on boit dans les tavernes. La table de Bello est donc le lieu de réunion de deux mondes en principe hétérogènes. La culture populaire, représentée par Mawson, et la culture savante, représentée par Pierre Barbéry et France Vernier, qui sont tous les deux des critiques littéraires. Ici, on porte bien attention à l'extrait en question, on constate que les deux mondes ne sont pas simplement contigus, mais qu'ils se mélangent vraiment. Plusieurs gouttes de la Molson viennent mouiller Pierre Barbéry et France Vernier. Il y a une sorte de rabaissement qui opère ici, par aspersion de bière, mais un rabaissement ambivalent, encore une fois, semblable à celui qu'on a observé au sujet de l'aspect physique de l'essayiste fictif. La culture savante est ni rejetée, ni dénigrée, mais son statut est relativisé. Elle n'est pas la seule à avoir droit à l'existence, à la parole, à avoir droit de citer au sein de la littérature ou de la société. Donc, on retrouve ici, sous forme de micro-récit, une mise en présence du haut et du bas, de l'officiel et du populaire, qui traverse en fait de toutes sortes de façons l'œuvre de Bello, que ce soit par la réflexion elle-même, comme dans l'essai Culture populaire et culture sérieuse dans le roman québécois, par exemple, ou par l'emploi d'un langage très travaillé où le français québécois de tous les jours réussit à se frayer un chemin dans le registre littéraire, comme Benoît Melançon l'a d'ailleurs bien montré dans son article. Donc, tout à l'heure, j'ai mentionné la taverne en rapport avec la bière. Ici aussi, il n'y a rien de fortuit. Parce que si vous vous rappelez bien, dans l'essai Liberté, la porte est ouverte, Bello compare la revue Liberté à une taverne, très exactement. Je cite Bello. Imaginons un moment que Liberté est une taverne qui a été ouverte à Montréal en 1958. Cette notion-là de taverne implique une dimension festive et utopique. Elle représente l'ouverture utopique. Elle représente l'ouverture, la liberté de parole et de discours, un aplanissement de toute forme de hiérarchie, une proximité et une franchise absolument incompatibles avec l'esprit de sérieux. La taverne, comme le bar, le cabaret, ou encore mieux, la place publique en fête, sont des lieux intimement liés au mélange des classes sociales, au brassage des idées, à la convergence de discours provenant de tous les horizons et abandonnant pour un certain temps leur hiérarchisation. Dans le romancier fictif, Bello s'était déjà penché sur le rôle et la signification de ce genre de lieu dans la bagarre de l'Essette, auquel il accole deux termes clés, multiplicité et hétérogénéité. Donc, je cite la suite de l'extrait. C'est le lieu de rencontre hors classe. Sillery, Leboeuf, Weston et les comparses s'y retrouvent pour parler, mais tout se passe comme s'ils laissaient leurs appartenances sociales au vestiaire. Bakhtin a très bien décrit, je pense, dans son Rabelais, l'essence de ce phénomène-là, dans le chapitre consacré aux images de banquet. Je cite
Bakhtin. Quelle est l'importance de toutes ces images de banquet? Nous avons déjà expliqué qu'elles sont indissolublement liées aux fêtes, aux actes comiques, à l'image grotesque du corps. Le banquet, en tant qu'encadrement essentiel de la sage parole, des sages propos, de la joyeuse vérité, revêt une importance particulière. Un lien éternel a toujours relié la parole et le banquet. C'est dans le Symposium antique qu'il a été donné sous sa forme la plus claire et la plus classique. On comprend peut-être mieux maintenant pourquoi les essais mimétiques de surprendre les voix prennent souvent place dans un bar. Guadeloupe ambigu se déroule au bar Payotte près de Gauzier, et l'anecdote qui ouvre l'Allemagne comme lointain comme profondeur a lieu au bar de l'hôtel Stergenberger Insel. Tout porte à croire que c'est la position idéologique adoptée par Bello qui travaille la représentation, qui attire ce genre de lieu et qui participe du discours de l'essayiste au même titre que son contenu conceptuel. L'idéal de la parole libre et joyeuse nous amène à notre troisième point, soit l'agir de l'essayiste fictif au sein de la diégèse. Dans Maroc sans nom propre, après avoir constaté un déséquilibre social entre les Marocains dominants et les Berbères dominés, Bello essayiste prend parti puis agit au moyen de la parole qui est son arme en tant que héros de l'essai. Son action obéit, il me semble, à un principe dominant. Il faut rétablir l'équilibre social et donc l'équilibre des discours rompu par la suprématie du Marocain sur le Berbère. C'est ce qui fait en sorte que l'essayiste fictif se positionne toujours du côté de la marge et de ceux qui sont asservis. L'essayiste, celui qui maîtrise le discours, parle au nom de ceux qui ne le maîtrisent pas ou qui n'arrivent pas à se faire entendre. C'est la même exigence qu'on retrouve dans Guadeloupe ambigu, mais cette fois à l'intérieur de l'opposition locale entre les Béquis, soit les créoles de race blanche, et les Guadeloupéens, à laquelle s'ajoute celle entre la France métropolitaine et la région d'outre-mer. On pourrait même imaginer que la défense de l'essai, par exemple dans un petit essayistique, et la défense de la nouvelle dans Pour la nouvelle, serait motivée par ce principe qui prescrit à Bello de s'associer aux marginales et aux minoritaires, qu'il s'agisse de groupes sociaux ou de genres littéraires. Bello a d'ailleurs lui-même étudié un phénomène discursif très semblable, inspiré des travaux de Bakhtin sur le carnavalesque et sur le roman, et qu'il appelle parfois la régulation ou encore la distribution narratologique des langages. C'est une régulation qui consiste à substituer à l'hégémonie sociale de certains discours l'échange romanesque des énoncés, ou à reproduire les langages sociaux dans le roman tout en annulant leur caractère dominant. La régulation narratologique des langages, donc, trouve un écho dans les essais mimétiques de Surprendre les voix. On voit très bien par là la cohérence du projet d'écriture de Bello, qui forge une notion théorique dans un texte à vocation analytique, pour ensuite la mettre en scène en tant qu'écrivain dans un essai à dimension représentative. J'ai gardé la figure du silène pour la fin parce qu'elle va nous permettre d'opérer une sorte de synthèse. Comme je l'ai dit plus tôt, Silène est un personnage qui, dans la tradition carnavalesque, que ce soit dans le banquet de Platon, le prologue du Gargantua ou les adages d'Érasme, s'inscrit dans la lignée des fous sages, comme Socrate ou un peu comme Panurge. Par son aspect grotesque de vieux satire et son savoir quasi divin, il personnifie l'opposition entre le sérieux et le comique, tout autant que leur réunion. Bello, dans notre Rabelais, le présente de la façon suivante. Père de Bacchus, Silène était traditionnellement représenté sous les traits d'un vieillard ivre, obèse et obscène. Il avait néanmoins enseigné à Bacchus la sagesse divine. Comme on l'a vu précédemment, l'essayiste fictif Bello partage dans une certaine mesure avec Silène les traits qui en font un personnage foncièrement ambivalent, soit une sagesse, une intelligence, une érudition dont le visage apparent a l'aspect du grotesque, corpulence, objet et lieu en rapport avec l'ivresse, et une certaine obscénité même, mais une obscénité qui n'a pas seulement à voir avec le fantasme des baigneuses. Si l'autoreprésentation physique de Bello, ses allusions sexuelles ou son langage parfois populaire peuvent être considérés comme grossiers, c'est peut-être ailleurs toutefois que l'obscénité se fait le plus sentir. Chez nous, c'est la culture qui est obscène, comme le rappelait Bello et comme le rappelait Michel Biron hier. On retrouve en fait ici l'une des préoccupations, je pense, les plus fondamentales du romancier fictif, soit, je cite, une dissociation liée étroitement à la représentation même de l'écrivain et de la littérature et opérant de ce fait sur des signes autoréférentiels. Je cite encore Bello.
Le moment est venu de constater, cette fois globalement, comment presque toujours l'auteur-narrateur ne réussit à se projeter comme auteur-personnage que dans la dualité, par le dédoublement de ce dernier en deux instances contrastantes. La dualité que Belleau observe chez le personnage écrivain québécois, on la retrouve dans l'autoreprésentation de Belleau. Bref, on pourrait dire que Belleau s'inspire de la tradition carnavalesque pour accommoder sa propre représentation d'essayiste avec les exigences de l'institution littéraire québécoise qui, je le rappelle, selon le romancier fictif et d'autres essais de Belleau, tend à induire autour de la figure de l'écrivain une sorte de halo de naturel, de spontané, de populaire, une propension au comique et à l'autodérision, bref, des marques ayant pour but de contrebalancer un trop-plein de signes culturels qui, pour différentes raisons, auraient chez nous un caractère obscène. Et comme le rappelle Belleau, encore une fois, ce qui fait problème, ce n'est pas l'anti-intellectualisme, un parti pris contre la culture, c'est la répartition même des signes, le fait que la culture se trouve constamment opposée à quelque chose. C'est précisément ce qui fait que chez Belleau, la culture, pour ne pas être obscène, se part d'une autre forme d'obscénité qui, elle, s'oppose à la première. Ainsi, grâce à la figure du silène, qui, comme le dit Belleau lui-même, a la vertu de maintenir les oppositions et de résorber la dualité, on comprend peut-être mieux d'abord pourquoi Belleau a pu faire figure de modèle parmi les intellectuels au Québec, et ensuite comment, en puisant au réservoir de la littérature carnavalesque, il a réussi à concilier la double exigence du savant et du populaire. Si Belleau a su maintenir un équilibre aussi précaire, sans jamais sacrifier à l'intelligence ou verser dans le populisme, c'est que chez lui, plus que chez personne d'autre, sans doute, la pense va de pair avec la pensée, la nourrit et donne véritablement corps à l'écriture.